Il y a des histoires que j'aime me remémorer les soirs d'hiver. Et celle-ci, chers amis, en fait partie. Je veux vous parler d'une femme qui comprenait le langage des pièces. Pas le langage des mots prononcés à l'intérieur, mais l'autre langage, celui de l'agencement des meubles. Du placement des chaises, l'éloquence particulière de l'endroit où l'on vous fait asseoir. Quand une personne puissante a décidé, avec grand soin et sans hasard, exactement ce qu'elle voulait dire. Elle s'appelait Mademoiselle Geneviève Ashford. Elle avait 27 ans. Elle était la fille d'un pasteur méthodiste d'Halifax. Dans sa grande sagesse, il avait insisté pour que sa fille apprenne à dessiner. Pas comme un talent d'agrément. Pas le genre de dessin qui finit pressé dans des albums et montré aux visiteurs, mais comme une discipline, une façon de voir. Il lui avait dit, quand elle avait 12 ans et qu'elle était frustrée par une esquisse au fusain, que la différence entre un peintre et une personne qui peint, c'est que le peintre regarde ce qui est réellement là. Il avait eu raison sur ce point. Elle s'en était réjouie chaque jour de sa vie professionnelle. Elle était employée à Harrington House à Édimbourg. Depuis 6 semaines, la commande était le portrait de Lady Harrington. Une pose officielle pour le salon, le genre de portrait qui prend 3 mois et qui produit quelque chose qui restera accroché au-dessus de la cheminée pendant les 40 prochaines années. Mademoiselle Ashford était douée pour ce travail. Elle était douée parce qu'elle faisait ce que son père lui avait appris. Elle regardait ce qui était réellement là. Ce qui était réellement là, à Harrington House, c'était une maisonnée organisée, avec la précision particulière d'une femme qui gérait les situations sociales depuis 25 ans, et qui avait des opinions très claires sur la place des choses et des gens. L'opinion de Lady Harrington sur la place de Mademoiselle Ashford avait été communiquée sans mots, et avec une parfaite clarté le soir du dîner de novembre. C'était une réception considérable. 16 invités à la table principale. L'argenterie des grands jours était sortie. Des bougies sur toutes les surfaces. Les filles Harrington étaient disposées à leur distance appropriée de Lady Harrington, en bout de table. L'invité le plus important de la soirée était le comte d'Aldermore, Marcus Cavendish. Il avait accepté l'invitation d'une manière spécifique, celle d'un homme qui accepte des invitations qu'il n'avait pas vraiment l'intention d'accepter, et qui est maintenant déterminé à en gérer les conséquences avec la grâce appropriée. Mademoiselle Ashford était entrée dans la salle à manger, et elle avait compris, en à peu près le temps de franchir le seuil, ce qui avait été arrangé pour elle. Il y avait une petite table près de la fenêtre est. Elle avait été dressée pour 2 personnes. Elle n'était pas à la table principale. Elle n'était pas précisément en dehors de la pièce, mais elle était en dehors du dîner. Le placement particulier d'une personne qui est présente en tant que professionnelle, qui doit être reconnue, mais qui n'a pas besoin d'être incluse. À côté du deuxième couvert était assis Sir Alistair Pembroke. Âgé de 76 ans, un juge à la retraite de grande réputation, et actuellement d'une surdité considérable de l'oreille droite. Il leva les yeux à l'arrivée de Mademoiselle Ashford, avec l'expression d'un homme qui a passé ses 4 derniers dîners à des tables d'appoint, et qui s'est résigné en privé à ce fait. Elle s'assit. Elle s'assit avec le calme d'une femme qui a compris un message, qui en a catalogué le contenu, et qui a décidé que la bonne réponse à une mesquinerie délibérée n'est pas de devenir mesquine en retour. « Bonsoir, Sir Alistair, » dit-elle. Il tourna sa meilleure oreille vers elle. « Hein? Bonsoir, » dit-elle en se penchant légèrement vers la gauche. Il s'illumina d'une manière si complète que cela suggérait que son entrain était sincère et non joué. « Ah, Mademoiselle Ashford, on vous place ici aussi? »« En effet, » dit-elle. « On me met ici parce que je ne peux pas suivre la conversation à la table principale, » dit-il, avec la franchise d'un homme qui ne voit plus l'intérêt de faire semblant. « Je suppose que personne ne s'attend à ce que j'ai beaucoup de conversations de ce côté non plus. » Il se trompe généralement sur ce point. « De quoi aimeriez-vous parler ?» demanda-t-elle. Il la regarda comme si elle avait dit quelque chose d'inattendu. « De l'estuaire de la Tay, » dit-il. « J'ai une maison sur ses rives. J'essaie d'expliquer son caractère aux gens depuis 15 ans. J'aimerais beaucoup que vous m'en parliez, dit-elle, et elle le pensait sincèrement. Elle avait peint des littoraux. Elle comprenait le caractère particulier de l'eau à sa frontière avec la terre. Il commença immédiatement. À la table principale, le comte d'Aldermore était assis à la droite de Lady Harrington, avec l'expression d'un homme remplissant une obligation sociale qu'il a accepté de remplir, et qu'il a l'intention de remplir correctement. Il n'était pas de compagnie désagréable. En fait,
Il était connu pour être agréable, de la manière spécifique d'une personne qui n'exige rien de la pièce où elle se trouve. Et qui met donc la pièce à l'aise. Il était aussi, ce qui était moins remarqué, un homme d'une attention méticuleuse. Il avait remarqué mademoiselle Ashford quand elle était entrée. Pas de la manière dont une assemblée remarque généralement une arrivée. L'évaluation rapide du rang et de la tenue par rapport à l'hôtesse. Il l'avait remarqué comme on remarque quelqu'un qui prête attention à l'événement réel, plutôt qu'à sa surface sociale. Et l'événement réel, dans ce cas, était une femme traversant une pièce et la lisant, arrivant à une table d'appoint près d'une fenêtre, et s'asseyant à côté d'un homme de 30 ans, son aîné, avec l'aisance spécifique de quelqu'un qui a fait un choix, plutôt que d'accepter une défaite. Il avait aussi remarqué, avec l'attention lente d'un homme un peu distant de la conversation en bout de table, l'arrangement que Lady Harrington avait fait. La table d'appoint, son placement particulier, le côté délibéré de la chose. Il prit son verre de vin. Il regarda Sir Alistair Pembroke se pencher vers mademoiselle Ashford, avec l'empressement d'un homme dont l'auditoire était, contre toute attente, arrivé. Le comte pensa, « Cette soirée est plus intéressante que je ne l'avais prévu. » La table du dîner fonctionnait comme toutes les grandes tables de dîner. Elle se divisait en affluents de conversation, chacun géré par la proximité et le rang. Lady Harrington, en bout de table, gérait la conversation principale. La présence du comte constituait l'événement majeur de la soirée, et elle dirigeait l'énergie de la table vers lui. Avec l'efficacité d'une hôtesse qui fait cela depuis 25 ans et ne perd pas de temps, mademoiselle Ashford, à la table d'appoint, entendait environ 1 mot sur 6 de la table principale, ce qui lui convenait assez bien. Elle avait Sir Alistair, qui avait 17 ans d'observation sur l'estuaire de la Tay à partager, et elle avait la liberté particulière d'une personne positionnée en dehors des obligations sociales de la pièce, c'est-à-dire la liberté de regarder sans être regardée. Elle observait le comte. Elle l'avait remarqué quand l'Assemblée l'avait remarqué, parce que c'est ainsi que ça fonctionne, quand un homme d'importance entre. La pièce se réorganise subtilement dans sa direction, mais elle l'avait remarqué différemment de l'Assemblée. L'Assemblée avait remarqué ce qu'il représentait, et l'air indubitable d'une femme. Elle remarqua ce qu'il faisait, c'est-à-dire qu'il prêtait attention à la performance sociale autour de lui avec une partie de son attention, tandis que le reste de son attention était complètement ailleurs. Elle ne savait pas où était l'autre partie. Elle savait seulement qu'elle n'était pas dans la conversation en bout de table. Elle détourna le regard. Sir Alistair en était arrivé à la question du chenal Est, ce qui requérait toute son attention. C'est pendant le deuxième plat que Lady Whitfield fit sa remarque. Lady Whitfield était une femme qui comprenait le poids de l'information et savait comment la délivrer. Elle le dit à la manière d'une femme qui clarifie simplement un détail. Elle avait entendu, dit-elle, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à concilier. Concernant la lettre de recommandation de mademoiselle Ashford, écrite par Lord Stanwick d'Aberdeen, une lettre d'une chaleur considérable, et on lui avait dit, par quelqu'un en position de savoir, que Lord Stanwick avait été dans sa propriété de campagne, pendant tout le mois où la lettre était datée. Il n'aurait pas pu, dit-elle, avec le sourire d'une femme qui croit que la précision est une courtoisie, écrire une lettre d'Édimbourg un mois où il n'était pas à Édimbourg. La table principale se tut. Mademoiselle Charlotte Harrington, la fille aînée, devint pâle. En 6 semaines, elle avait été discrètement et constamment gentille avec mademoiselle Ashford, de manière plus difficile à accomplir qu'il n'y paraît. Ce n'était pas la pâleur de la culpabilité. C'était la pâleur d'une femme qui vient de comprendre qu'une chose vraie a été transformée en mensonge. Par une seule substitution dévastatrice. La lettre de recommandation était la suggestion de Charlotte à sa mère. Elle l'avait obtenue elle-même. L'implication de la remarque de Lady Whitfield n'était pas seulement que la lettre était fausse, c'était que Charlotte avait été trompée, ou avait trompé. Lady Harrington commença à formuler une réponse, avec la rapidité d'une hôtesse qui sait que les 30 premières secondes d'une crise sociale déterminent tout. Mademoiselle Ashford posa sa fourchette. Elle était à la table d'appoint, en dehors du dîner, comme Lady Harrington l'avait arrangé. Elle avait entendu la remarque, elle avait entendu le nom. Elle avait senti cette attraction particulière, gênante, spécifique et inévitable, celle de connaître la vérité sur quelque chose en train d'être publiquement transformée en mensonge. Elle connaissait la vérité parce qu'elle avait été présente.
Elle était dans le bureau de Lord Stanwick à Édimbourg, le 14 octobre, l'après-midi où il avait dicté la lettre, parce qu'il lui avait demandé d'être témoin de sa signature sur un deuxième document le même après-midi. Elle connaissait la date, parce qu'elle l'avait notée dans son propre carnet de rendez-vous. Elle savait que le mois était correct, car Lord Stanwick avait été à Édimbourg pendant précisément 11 jours en octobre, pour la revue de l'association du barreau. Un fait facilement confirmable par les archives de l'association, qui étaient publiques, avant de retourner à son domaine. Les informations de Lady Whitfield sur les dates étaient tout simplement fausses. Elle dit cela depuis la table d'appoint, d'une voix claire et égale, celle d'une personne qui corrige une erreur factuelle. Pas fort, pas avec l'emphase de quelqu'un qui veut marquer un point, simplement avec la franchise de quelqu'un qui possède des informations exactes et les fournit. La pièce produisit le deuxième type de silence. Le silence des gens qui ont reçu une correction si spécifique et si calmement délivrée, qu'elle est arrivée avant que le mal ne puisse se consolider. Lady Whitfield retrouva son sang-froid avec la rapidité d'une longue pratique sociale. Elle regarda Mademoiselle Ashford de l'autre côté de la pièce, avec l'expression d'une femme en train de recalibrer. « Comme c'est remarquable, dit-elle, que la portraitiste engagée ait une connaissance approfondie des arrangements de voyage de Lord Stanwick. » La pièce produit ici le troisième type de silence, celui qui décide de la direction à prendre. Et c'est ici, chers amis, que l'histoire prend un tournant. J'ai raconté des versions de cette histoire auparavant, dans différentes pièces, à différentes personnes qui sont restées avec moi pendant de longues soirées. Mais le tournant est toujours important, non pas parce qu'il est surprenant, mais parce qu'il est juste. Et la justesse, dans une pièce pleine de gens qui s'adonnent au calcul du rang et de la position, a un poids qui surprend tout le monde, y compris les gens qui savaient que cela allait arriver. Le comte d'Aldermore posa sa fourchette. Il se leva. Il ne fit pas de discours. Il ne s'adressa pas à Lady Whitfield. Il prit son assiette, l'assiette qui avait été mise pour lui à la droite de Lady Harrington, à la place la plus importante de la table, et il prit son verre de vin. Et il traversa la pièce jusqu'à la table d'appoint près de la fenêtre est. Il marcha sans se presser. Il posa son assiette et son verre à côté de Mademoiselle Ashford. Il tira la chaise vide restante vers lui et s'y assit, en face de Sir Alistair Pembroke, à côté de la femme qui avait été placée à cette table intentionnellement. Lady Harrington était devenue complètement immobile. Le comte regarda Sir Alistair avec l'expression sociale qu'il avait arborée toute la soirée. Sauf que l'expression contenait maintenant quelque chose qu'elle ne contenait pas avant. Une qualité d'autorité bien établie. L'expression particulière d'un homme qui a transporté son dîner à travers une pièce, et qui est tout à fait prêt à en discuter. « Sir Alistair, dit-il, Mademoiselle Ashford me dit que vous avez une maison sur l'estuaire de la Tay. Je voulais justement que vous m'en parliez. » Sir Alistair, qui n'avait pas entendu les minutes précédentes, à cause de son oreille droite, et d'une absorption générale dans le sujet des marées, regarda avec un plaisir considérable le comte à côté de lui et dit « Votre Seigneurie, vous a-t-on aussi placé à la table d'appoint ?»« Je me suis arrangé pour, » dit le comte. « S'il vous plaît, continuez. » Le dîner continua. La table principale se reconfigura autour de la nouvelle géométrie de la pièce. Le comte d'Aldermore à la table d'appoint, à côté de la portraitiste et du juge à la retraite. C'était une géométrie que Lady Harrington mettrait le reste de la semaine à assimiler pleinement, et que Lady Whitfield n'avait pas du tout prévu. Mademoiselle Ashford regarda le comte à côté d'elle. Il était attentif à Sir Alistair, qui s'était replongé dans le sujet du chenal est, avec l'énergie d'un homme dont l'auditoire avait soudainement et improbablement doublé. Le comte ne la regardait pas, mais il y avait dans la qualité de sa présence, l'angle de son attention, sa façon de s'asseoir, quelque chose qui n'était pas la gestion sociale d'un dîner. Il était, comprit-elle, entièrement conscient d'elle à ses côtés. Elle ne dit rien. Elle regarda son assiette. Elle pensa, il a apporté son dîner de l'autre côté de la pièce. Elle pensa, ce n'était pas un petit geste. Elle pensa, n'en fais pas plus que ce que c'est. Elle constata qu'elle n'y parvenait pas tout à fait. Après le dîner, l'assemblée se déplaça vers le salon, pour la restauration des normes sociales de la soirée. Cette performance particulière de café et de conversation qui suit un dîner intéressant, et qui exige que tout le monde se comporte comme si le dîner intéressant n'avait pas eu lieu.
Le comte fut réabsorbé dans la conversation principale. Mademoiselle Ashford s'était excusée plus tôt. Sa position n'exigeait pas le programme complet du salon. Elle avait pris sa cape et se déplaçait dans le couloir vers l'escalier de service quand elle entendit son nom. Mademoiselle Ashford. Elle s'arrêta. Elle se tourna. Le comte était dans le couloir derrière elle. Il venait de la direction de la bibliothèque. Ce qui n'était pas la direction d'où elle s'attendait à voir quelqu'un apparaître à cette heure. « Votre Seigneurie », dit-elle. Il se tenait dans le couloir avec l'expression qu'elle avait observée pendant le dîner. Pas le visage de la gestion sociale, mais l'autre. Le visage qu'il avait à la table d'appoint. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-il. Elle le regarda. « Si, » dit-elle. « J'étais obligé. » Il resta silencieux un moment. Pourquoi? Elle s'était posé cette question pendant le récit de Sir Alister, sur les marées de printemps. Parce que c'était vrai, dit-elle, et que la vérité devait être dite. Mademoiselle Charlotte n'avait rien fait de mal. Le récit était faux, et cette fausseté était nuisible. Et j'avais l'information pour le corriger. Elle marqua une pause. La table à laquelle j'étais assise ne me disqualifiait pas de connaître la vérité. Il la regarda. Le couloir était silencieux autour d'eux. La plupart des gens auraient laissé passer, dit-il. Je sais, dit-elle, mais j'ai constaté que je ne pouvais pas. Je vous ai remarqué au dîner, dit-il, avant la remarque de Whitfield. Elle resta immobile. Vous avez accordé à Sir Alister la meilleure partie de 2 heures, dit-il. Il n'a pas parlé lors d'un dîner depuis un certain temps. Je le sais parce que j'ai dîné avec lui le mois dernier. Et je lui ai demandé s'il avait jamais l'occasion de parler de la Tay. Il m'a dit que personne ne lui avait posé la question depuis des années. Elle regarda le sol. Elle le regarda. « Il a beaucoup de choses à dire à ce sujet, » dit-elle. « En effet, » dit le comte, avec quelque chose de plus chaleureux que le registre social du dîner. La plupart des gens dans cette pièce n'ont pas pris le temps de le découvrir. Elle ne dit rien pendant un moment. « Vous avez apporté votre dîner de l'autre côté de la pièce, » dit-elle. « Oui, » dit-il. « Lady Harrington va... »« Je sais ce que Lady Harrington va faire, » dit-il. Il le dit sans préoccupation particulière. Ce qu'elle trouva, contre son meilleur jugement, considérablement plus fascinant que ça n'aurait dû l'être. « Pourquoi l'avez-vous fait » demanda-t-elle. Il resta silencieux. Puis, avec la franchise d'un homme qui a décidé de dire une chose et qui l'a dit, parce que Lady Whitfield a dit ce qu'elle a dit, et que vous avez dit ce que vous avez dit. Et la réponse correcte à ces 2 événements successifs n'était pas de rester à la droite de Lady Harrington. Il marqua une pause. Et parce que vous aviez été placé à cette table d'appoint pendant 2 heures, par une femme qui vous y a placé avec une intention, et que j'avais été content de l'observer plus longtemps que je n'aurais dû. Elle le regarda. « J'aimerais vous rendre visite demain, » dit-il, « si vous le voulez bien. » Elle savait ce que cela signifiait. Elle connaissait aussi les complications, et elle les exprima honnêtement. « Je suis une portraitiste, » dit-elle. « Lady Harrington m'a placé à une table d'appoint, intentionnellement. Comme vous l'avez noté, une visite de votre part ne sera pas simple. Ni pour moi, spécifiquement, ni pour vous. »« Je sais, » dit-il. « Elle ne sera pas contente. »« Non, » dit-il. « Elle ne le sera pas. » Il la regarda avec la pleine attention d'un homme qui a fait un calcul, et en comprend toutes les dimensions. « Je ne demande pas à Lady Harrington. » Elle le regarda. Elle pensa à la table d'appoint et à la fenêtre est, aux 2 heures de discussion sur les marées, et à une assiette de nourriture transportée à travers une pièce. Elle pensa à la qualité particulière d'un homme qui dit les choses une fois. Elle les pense sans avoir besoin d'élaborer. Elle dit, « J'ai une séance de pause le matin à 10 heures. Je peux recevoir des visiteurs à 2 heures. » Il dit, « 2 heures. » Elle monta par l'escalier de service. Il redescendit le couloir. Derrière les portes fermées du salon, la restauration sociale de la soirée continuait. Et aucun d'eux n'était à l'intérieur, ce qui était peut-être le fait le plus significatif de la soirée. Il se présenta à 2 heures. Lady Harrington reçut la nouvelle avec l'expression d'une femme rencontrant un problème qu'elle n'avait pas inclus dans ses plans. Elle avait planifié le dîner avec le soin de quelqu'un qui organise des situations sociales depuis 25 ans. Elle avait planifié la table d'appoint. Elle avait planifié le message de la table d'appoint et la série de clarifications qui s'ensuivraient naturellement. Le comte comprendrait la position de Mademoiselle Ashford dans la maisonnée. La soirée restaurerait l'ordre correct des choses. C'était un bon plan. Il n'avait pas prévu l'assiette. L'assiette avait été la décision du comte, et elle ne l'avait pas anticipée. Elle avait tenté,
dans la dernière partie de la soirée au salon, plusieurs explications. Il était excentrique. Il n'avait pas compris le plan de table. Il faisait une remarque générale sur Sir Alistair, et la table d'appoint était simplement pratique. Mais elle avait observé l'expression de Lady Whitfield de l'autre côté de la pièce, et elle avait compris que l'interprétation de la soirée ne s'était arrêtée sur aucune de ces options, mais sur quelque chose de tout à fait différent. Et maintenant, il se présentait à 2 heures. Elle fit dire à Mademoiselle Ashford qu'elle recevrait la visite du comte dans le salon. Mademoiselle Ashford fit répondre qu'elle serait dans l'atelier de portrait à 2 heures, car la lumière de l'après-midi était meilleure entre 2 et 4 heures, et elle avait des préparatifs à faire. Elle ne demanda pas la permission. Elle n'expliqua pas davantage. La carte du comte arriva à l'atelier à 2h15, avec l'information que Lady Harrington n'était, en fait, pas dans l'atelier. On le fit entrer. Mademoiselle Ashford était au chevalet, avec l'attention posée d'une femme engagée dans un travail nécessaire. Elle leva les yeux quand il entra, avec la même qualité d'attention qu'elle avait accordée à tout la veille au soir, ne jouant pas l'aisance, mais étant véritablement à l'aise. « Votre seigneurie », dit-elle, « Mademoiselle Ashford. » Il regarda l'atelier, la fenêtre orientée au nord, la qualité de la lumière de l'après-midi, les étagères de pigments et de pinceaux, rangées avec l'ordre pratique d'une personne qui travaille sérieusement, le portrait à moitié fini de Lady Harrington sur le chevalet. « C'est une bonne pièce, dit-il. »« La lumière est très bonne, dit-elle. Je l'ai choisie spécifiquement. » Il s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Pas la chaise de réception formelle, mais la chaise simple où elle s'asseyait parfois pour évaluer son propre travail à distance. Il ne sembla pas remarquer cela comme une irrégularité. Elle ne le mentionna pas. Lady Harrington n'était pas dans le salon, dit-il. Non, dit-elle. Vous attendiez-vous à ce qu'elle y soit? Oui, dit-elle honnêtement. Et vous vous êtes arrangé pour ne pas y être. Je me suis arrangé pour être là où je suis censé être à cette heure, dit-elle, c'est-à-dire dans l'atelier. Le salon était son arrangement, pas le mien. Il la regarda avec cette qualité qu'elle essayait de nommer depuis le couloir. Pas de l'admiration, exactement. Mais cette chose qui contient l'admiration, elle la dépasse pour atteindre quelque chose de plus spécifique. Depuis combien de temps faites-vous ça? Dit-il. Gérer la situation sans la gérer. Elle regarda la peinture sur le chevalet. Depuis mon arrivée à Harrington House, dit-elle. Lady Harrington a organisé la maisonnée très soigneusement. J'ai trouvé que la meilleure approche était de faire mon travail et de rester autant que possible dans mon propre domaine. Et hier soir, elle se tut. Hier soir, c'était différent. Ce que Lady Whitfield a dit ne me concernait pas. Cela concernait Mademoiselle Charlotte, qui a été sincèrement gentille. Elle a été gentille de manière qu'on ne lui demandait pas, et que Lady Harrington n'encourageait pas. Elle le regarda. Je ne pouvais pas permettre que la réputation d'une personne gentille soit endommagée par un faux récit. Simplement parce que le récit correct exigeait que je parle depuis une table d'appoint. Il la regarda longuement. La table d'appoint, dit-il, comme s'il posait l'expression quelque part pour y revenir plus tard. On m'y a placé avec une intention, dit-elle. Je comprends l'intention. Je ne pense pas qu'elle ait entièrement réussi à produire l'effet escompté. Quel était l'effet escompté? Elle se demanda si elle devait être entièrement directe. Elle décida qu'elle n'était pas arrivée si loin en gérant son honnêteté. « Vous rappelez, dit-elle, ce que je suis dans cette maisonnée. » Il était très immobile. « Et ce que vous êtes dans cette maisonnée, dit-il, ne détermine pas ce que je pense de vous. »« Non, dit-elle, mais cela détermine ce que Lady Harrington croit que vous pensez de moi, ce qui est le facteur le plus important sur le plan opérationnel. » Et l'air indubitable d'une femme. Il la regarda avec l'expression qu'elle avait vue pour la première fois à la table du dîner. L'expression d'un homme rencontrant quelque chose qu'il n'avait pas prévu, et trouvant que c'était le développement le plus intéressant de la soirée. « Vous êtes très précise, dit-il. J'ai trouvé cela utile, dit-elle. Ils parlèrent pendant près d'1 heure. De peinture. Elle avait étudié sous la direction de Madame Leclerc à Montréal, avant de venir à Édimbourg, ce qui l'intéressa considérablement. De son père à Halifax, qui était toujours bien vivant, et qui, dit-elle, avait des opinions sur tout, et avait généralement raison. De la difficulté particulière de peindre quelqu'un qui ne souhaite pas être vu honnêtement, ce qui était le défi du portrait de Lady Harrington, et qu'elle décrivit avec une neutralité prudente qui le fit rire.
Un rire sincère, pas un rire social. À 4h moins 5, il se leva pour partir. Il s'arrêta à la porte de l'atelier. « Je reviendrai, dit-il. Si vous le voulez bien. »« Lady Harrington, commença-t-elle. »« Je sais, dit-il. Je constate que je suis moins préoccupé par la gestion de la situation par Lady Harrington que je ne l'étais au début de la soirée d'hier. » Elle le regarda. Elle dit « Je me trouve dans une position similaire. » Il dit « Jeudi. » Elle dit « Jeudi. » Il partit. Elle s'assit un moment avant de retourner à la peinture, et elle pensa à ce qu'elle faisait, et si c'était sage. Et elle arriva, avec la clarté honnête qu'elle apportait à chaque calcul, à la même conclusion qu'elle avait atteinte dans le couloir. Elle avait découvert, de la manière spécifique et gênante de quelque chose qui arrive sans demander la permission, qu'elle ne pouvait pas être raisonnable à son sujet. Elle avait essayé. Elle avait été raisonnable pendant la majeure partie de 27 ans. Elle avait été raisonnable en arrivant à Harrington House avec ses pigments et ses pinceaux, et en comprenant dès la première semaine exactement comment la maisonnée était organisée et quelle était sa position à l'intérieur. Elle avait été raisonnable quand M. Harrington l'avait regardée d'une certaine manière, et que sa femme l'avait apparemment remarqué, ce qui avait provoqué en premier lieu l'arrangement de la table d'appoint. Elle n'avait pas été raisonnable dans le couloir. Elle n'avait pas été raisonnable à 2h15 dans l'atelier. Elle pensa, « Très bien. Pour une fois, je ne serai pas raisonnable. » Elle prit son pinceau et regarda le portrait de Lady Harrington, et elle se demanda à quoi il ressemblerait s'il était vu honnêtement. « Chers amis, je vous suis reconnaissant comme toujours de votre compagnie en une nuit comme celle-ci. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez être là pour la prochaine, abonnez-vous. Restez avec nous. Le feu sera toujours allumé et j'aurai toujours une autre histoire qui vaut la peine d'être racontée. » Maintenant, les semaines qui suivirent. Elles furent prudentes et progressives. Il vint jeudi comme il l'avait dit. Il vint le lundi suivant. Il envoya un volume sur la géographie côtière écossaise, spécifiquement le chapitre sur l'estuaire de la Tay, avec une note qui disait en 3 phrases qu'il avait pensé à Sir Alister en le lisant, et qu'il avait ensuite pensé qu'elle le trouverait plus utile que sur l'étagère de sa propre bibliothèque. Il assista à une conférence publique à l'Académie royale écossaise où elle était également présente, ce qui n'était pas une coïncidence, et ce qu'ils comprirent tous les deux n'être pas une coïncidence. Il ne dissimula pas ses attentions, il ne les géra pas avec soin, ni ne les arrangea pour qu'elles soient ambiguës. Il était, elle en vint à le comprendre, délibéré, pas dramatique, pas théâtral, simplement clair, à la manière d'un homme qui a décidé quelque chose et n'est pas intéressé à l'obscurcir. La maisonnée se réorganisa autour de cette clarté, de la manière des maisonnées qui suivent l'exemple de la présence la plus importante dans la pièce. La première femme de chambre commença à apporter le plateau du matin de Mademoiselle Ashford avec de la porcelaine légèrement plus fine. Le valet de pied qui avait auparavant une exigence urgente d'être ailleurs chaque fois que M. Harrington apparaissait près de l'atelier, développa une urgence égale et opposée d'être précisément dans le couloir les matins de visite du comte. Mademoiselle Charlotte apparut plus fréquemment à la porte de l'atelier, parfois avec des questions sur la composition, et parfois sans raison déclarée du tout, et était à chaque occasion la bienvenue. Lady Harrington organisa 2 dîners pendant ces semaines. Mademoiselle Ashford fut placée à la table principale pour les 2. Lady Harrington ne reconnut pas cela comme un changement. Mademoiselle Ashford n'invita pas à la reconnaissance. La table d'appoint près de la fenêtre et resta en place. Sir Alister s'y assit les 2 soirs, avec beaucoup plus de compagnons de table qu'à son habitude, et fut observé la 2e fois en train de rire. C'est après le 2e dîner que Lady Harrington vint à l'atelier. Elle s'assit sur la chaise près de la fenêtre, la chaise du comte, bien qu'elle ne le sût pas. Et elle regarda Mademoiselle Ashford avec l'expression d'une femme qui a géré une situation, et qui est arrivée au point où la gestion requiert une approche entièrement différente. Le comte d'Aldemore, dit-elle, est un homme d'une très grande importance. Oui, dit Mademoiselle Ashford. Sa famille aurait des attentes pour un mariage. Je suis consciente des attentes de sa famille, dit Mademoiselle Ashford. Je suis aussi consciente de ce que je suis dans cette maisonnée. Je ne pense pas que vous ayez besoin de m'expliquer l'une ou l'autre de ces choses. Lady Harrington la regarda. Pour la première fois en 6 semaines, l'expression sur son visage n'était pas celle de la gestion sociale. C'était l'expression d'une femme qui a rencontré quelque chose qui a dépassé son architecture.
Il a apporté son assiette de l'autre côté de la pièce, dit Lady Harrington. Oui, dit mademoiselle Ashford. En 25 ans de dîner, dit Lady Harrington, je n'ai jamais vu un homme de sa position faire cela. Mademoiselle Ashford ne dit rien. Il ne m'a pas consulté, dit Lady Harrington. Et l'air indubitable d'une femme. Il y avait quelque chose dans cette phrase qui n'était pas tout à fait une plainte. C'était plus proche de l'aveu d'une femme qui a passé 25 ans à gérer des pièces et qui a rencontré pour la première fois un facteur qui ne répond pas à la gestion. Non, dit mademoiselle Ashford, il ne l'a pas fait. Lady Harrington resta silencieuse un moment. Puis, avec la dignité particulière d'une femme, arrivant à une conclusion à laquelle elle n'avait pas l'intention d'arriver. Il viendra jeudi. Je veillerai à ce que l'atelier ne soit pas dérangé. Ce n'était pas une excuse. Lady Harrington n'était pas une femme qui produisait des excuses. Mais c'était une concession offerte avec l'économie d'une femme qui en fait rarement et les pense quand elle les fait. Mademoiselle Ashford dit « Merci ». Il vint un mardi de décembre, pas un jeudi, ce qui signifiait que ce n'était pas une visite sociale, mais autre chose. Il vint à 11 heures du matin, avec l'expression d'un homme qui a réfléchi attentivement et qui est arrivé au point où la réflexion attentive n'est plus le mode correct. Il parla avec Lady Harrington pendant 20 minutes dans le salon. On dit plus tard à mademoiselle Ashford que ce fut une conversation approfondie. Non sans difficulté. Non sans la résistance que Lady Harrington était tenue de produire par 25 ans de conviction sociale, mais se terminant à la manière de toutes les conversations avec le comte qu'elle avait observé, à la conclusion qu'il avait prévue depuis le début. Puis on le conduisit à l'atelier. Elle était au chevalet. Elle avait su qu'il venait, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'elle avait été attentive pendant 3 semaines, et elle comprenait maintenant la forme de ses décisions. Il entra. Il s'assit sur la chaise. Il dit « Lady Harrington a accepté d'écrire à votre père. » Elle posa son pinceau. Elle le regarda. « Mon père est à Halifax, dit-elle. »« Je sais, dit-il. J'ai l'intention de lui écrire moi-même, si vous le voulez bien, et de voyager s'il souhaite me recevoir. » Elle dit « Vous allez assez vite. »« J'ai découvert, dit-il, que je ne suis pas satisfait de gérer une chose lentement, quand j'en suis certain. » Il la regarda avec l'attention honnête et directe qui avait été, de la table du dîner au couloir jusqu'à l'atelier, la chose la plus constante chez lui. « J'en suis certain. » Elle dit. « De quoi êtes-vous certain, spécifiquement ?» Il dit. « Et ceci, chers amis, est la partie que je veux que vous reteniez, car c'est là que ça compte. Je suis certain d'avoir passé 3 semaines en compagnie d'une femme qui s'est assise à une table d'appoint pendant 2 heures, et qui a offert à Sir Alistair Pembroke la meilleure conversation qu'il ait eue depuis des années. Et qui a dit la vérité depuis cette table d'appoint, parce que la vérité devait être dite, et qu'elle a constaté qu'elle ne pouvait pas la laisser sous silence. Et qui a occupé mes pensées depuis cette soirée, plus que toute autre affaire que j'ai eue cet hiver. » Il marqua une pause. « Je suis certain qu'elle n'est pas une portraitiste, dans le sens qui m'importe, c'est-à-dire le sens d'une personne qui n'est que ce que sa position dit qu'elle est. Et je suis certain que j'aimerais qu'elle soit autre chose, si elle le veut bien. » Mademoiselle Ashford le regarda. Elle pensa à la table du dîner et à la table d'appoint, à l'assiette de nourriture transportée à travers une pièce, aux 3 semaines d'attention délibérée et sans hâte, au carnet de rendez-vous ouvert à 2 heures un jeudi après-midi, et aux 17 ans d'observation de Sir Alistair sur le chenal Est. Elle dit « Vous devez savoir que je ne serai pas facile à gérer. Je l'avais compris, dit-il, et j'aurai des opinions sur la maisonnée et le domaine, et sur tout ce sur quoi je crois avoir des pensées utiles. J'ai été silencieuse à Harrington House, parce que ma position l'exigeait. Ce n'est pas mon mode naturel. Je m'en doutais, dit-il, d'après la correction de Whitfield. Elle le regarda. Quelque chose changea sur son visage. La chaleur particulière que l'on ressent pour quelqu'un qui a, sans fanfare, fait ce qui devait être fait. « Vous avez apporté votre dîner de l'autre côté de la pièce, » dit-elle, pas tout à fait à lui, presque à elle-même, la phrase qu'elle portait en elle depuis novembre. Il la regarda. « J'ai apporté mon dîner de l'autre côté de la pièce, » dit-il. « Oui, dit-elle. Vous l'avez fait. » Elle dit oui à la lettre, au voyage. À l'arrangement honnête et sans hâte entre 2 personnes qui s'étaient trouvées à une table d'appoint près d'une fenêtre est, et qui avaient décidé, indépendamment puis ensemble, que la distance entre eux n'était pas la bonne distance. Elle quitta Harrington House un matin de janvier.
Elle emportait ses pinceaux, ses pigments et son carnet de rendez-vous. Et le volume sur l'estuaire de la Tay que Sir Alistair lui avait mis dans les mains l'après-midi précédent en insistant pour qu'elle le garde. Il était venu lui dire au revoir la veille. Il avait parlé du chenal Est pendant 45 minutes. À la fin, il l'avait regardé et avait dit, avec la candeur des personnes âgées, « Je suis heureux de cela. Quelqu'un devrait bien prendre soin de vous. » Elle n'avait pas pu dire grand-chose après ça. Mademoiselle Charlotte était à la porte d'entrée quand Mademoiselle Ashford descendit avec ses valises. Elle l'étreignit de la manière spécifique d'une jeune femme qui a plus de chaleur que l'architecture d'une maisonnée ne lui a jamais donné l'espace d'exprimer. « Je suis désolée, dit Charlotte, de ne pas en avoir fait plus. Il n'y a rien à regretter, dit Mademoiselle Ashford, et elle le pensait. Lady Harrington n'était pas dans le couloir. Elle était dans son petit salon. C'était, pensa Mademoiselle Ashford, l'arrangement correct. La concession que Lady Harrington pouvait gérer était celle qu'elle faisait déjà. Laisser la matinée se dérouler sans interférence. Elle l'avait gérée avec autant de dignité que la matinée le permettait. Et Mademoiselle Ashford respectait cela, car elle avait toujours respecté les choses qui étaient gérées correctement, même quand elles arrivaient tard. Le comte était devant la maison avec la voiture. Il était venu lui-même. Il n'avait pas envoyé la voiture, mais était venu. Ce qui était une déclaration qui ne nécessitait aucune explication. Il l'aida à monter. Il s'assit à côté d'elle. La voiture s'ébranla. Elle regarda Harrington House s'éloigner. Les fenêtres, l'atelier orienté au nord, la fenêtre et tout, elle avait passé 6 semaines à observer une pièce et à apprendre son langage. Il était assis à côté d'elle. Des regrets? Aucun que je n'avais pas déjà, dit-elle. Il dit, bien. Elle regarda Édimbourg vaquer à ses occupations grises de janvier. Les fenêtres éclairées, les rues froides. La ville indifférente, ordinaire et belle pour cela. Et elle pensa à la table d'appoint et à la fenêtre est. Et à une assiette de nourriture transportée à travers une pièce, avec la détermination sans hâte d'un homme qui a pris sa décision. Elle pensa, il a apporté son dîner pour s'asseoir avec moi. Elle pensa, j'en suis heureuse. Et peut-être, chers amis, est-ce pour cela qu'une histoire comme celle-ci ne nous lâche pas? Non pas parce qu'une fausse remarque a été corrigée, ou qu'une femme a été défendue, ou qu'une maisonnée s'est réorganisée autour d'une nouvelle géométrie, mais parce qu'un homme, dans une pièce pleine de gens s'adonnant au calcul du rang et de la position, a pris son assiette. Pas un geste dramatique, pas un discours, juste une assiette de nourriture et un verre de vin. Elle les a transportés de l'autre côté de la pièce, et s'est assis à côté de la femme qui avait été placée à la table d'appointe intentionnellement. Et en faisant cela, sans déclaration, sans rien d'autre que la détermination tranquille d'un homme qui est arrivé à une conclusion, il a dit à tout le monde dans la pièce exactement ce qu'il pensait. Elle s'était assise à la table d'appoint et avait donné 2 heures à un homme de 30 ans son aîné. Que personne d'autre n'avait pensé à écouter. Elle avait dit la vérité depuis le mauvais bout de la pièce, parce que la vérité devait être dite, et elle avait constaté qu'elle ne pouvait pas la laisser sous silence. Elle l'avait fait sans demander la permission de personne, et sans avoir besoin d'aucune autorité pour le faire. Il l'avait remarqué. Il avait apporté son dîner de l'autre côté de la pièce. Parfois, ce n'est que ça. Une table d'appoint près d'une fenêtre, une femme placée là intentionnellement, et quelqu'un qui décide sans cérémonie que la bonne réponse à cela n'est pas de rester là où il a été placé. Merci, chers amis, d'avoir passé cette soirée avec moi. Si cette histoire vous a plu et que vous voulez être là pour la prochaine, abonnez-vous, restez avec nous. Le feu sera toujours allumé et j'aurai toujours une autre histoire qui vaut la peine d'être racontée.